Chez les patients souffrant de douleurs à l'épaule, l'une des erreurs les plus courantes est de supposer que la fonction musculaire est correcte simplement parce que la mobilité est bonne. Mais lorsqu'il y a une tendinopathie du supraépineux, il est fréquent de trouver un schéma d'activation musculaire altéré, même au premier stade. Et si tu ne le détectes pas à temps, les conséquences peuvent être très préjudiciables. Au fait, tu peux nous contacter via le lien dans la description et découvrir comment intégrer l'électromyographie dans ta pratique quotidienne pour savoir quels muscles défaillent et lesquels non. Dans ce post, tu vas apprendre 2 mouvements que tu devrais absolument utiliser pour identifier un supraépineux faible chez les patients atteints de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Ne pas évaluer correctement la fonction de ce muscle peut entraîner un risque accru de chronicisation de la tendinopathie, des compensations musculaires qui provoquent une surcharge au niveau du deltoïde, du trapèze supérieur ou de l'infraépineux, une récupération plus lente et moins efficace, une perte fonctionnelle dans les activités de base de la vie quotidienne ou sportive. Et la clé, c'est d'identifier cette faiblesse de manière objective pour agir avant que ces compensations ne s'installent. Quelles sont les limitations fonctionnelles les plus fréquentes ? Dans une tendinopathie du supraépineux, les déficits apparaissent généralement surtout lors des mouvements d'abduction et de flexion de l'épaule, lors des mouvements de rotation externe et dans les combinaisons entre ces 2 mouvements. Par exemple, des exercices ou des gestes fonctionnels avec le bras levé et en rotation externe. Cela fait que beaucoup d'exercices conventionnels ne sont pas vraiment efficaces si tu ne sais pas vraiment s'ils activent le supraépineux comme ils le devraient. Alors, comment peux-tu évaluer le supraépineux avec l'électromyographie ? L'électromyographie va t'aider à voir si le supraépineux remplit bien sa fonction ou si d'autres muscles prennent le relais à sa place. Voici 2 tests diagnostiques simples, mais très efficaces pour identifier sa faiblesse. Le premier test sera une abduction de l'épaule. L'objectif neuromusculaire sera de trouver une activation symétrique entre le supraépineux du côté affecté et celui du côté sain. C'est-à-dire que le supraépineux gauche doit s'activer de la même manière que le supraépineux droit. Quel est généralement le résultat fréquent dans une tendinopathie ? Regarde bien les résultats. Le supraépineux gauche, le sain, s'active beaucoup plus que le supraépineux droit, du côté affecté. Cela indique un déficit d'activation du côté douloureux, même si le mouvement s'effectue avec une amplitude complète. Que apporte l'électromyographie ? Elle t'aide à détecter cette différence de façon objective, même si à l'œil nu l'amplitude du mouvement semble correcte. Le deuxième test est une rotation externe avec abduction. Ce test demande plus de coordination et de contrôle. Il est idéal pour voir si le supraépineux peut s'activer correctement lors d'un geste plus fonctionnel. L'objectif neuromusculaire, encore une fois, est de trouver une activation symétrique entre les 2 côtés. Mais quel est généralement le résultat habituel dans la tendinopathie ? Regarde l'image. Encore une fois, le supraépineux gauche, le sain, s'active beaucoup plus que le supraépineux droit, du côté affecté. Le côté affecté montre un pic d'activation beaucoup plus faible ou une activation retardée par rapport au côté sain. Ce schéma confirme qu'il y a une intégration déficiente du supraépineux dans des synergies plus complexes. Par conséquent, la faiblesse du supraépineux n'est pas toujours évidente à l'œil nu, mais si elle n'est pas détectée et corrigée, elle limite la récupération et augmente le risque de rechute et de chronicisation. Avec l'électromyographie, tu vas pouvoir détecter des déficits fonctionnels invisibles lors des examens conventionnels. Tu vas pouvoir choisir les exercices les plus adaptés au bon moment pour le patient. Tu vas éviter les compensations qui freinent l'amélioration. On se retrouve dans le prochain post.